Parmi les participants au webinaire, donc il y a pas mal de managers, hein, c'est à cette fonction que s'adresse ce webinaire. Certains qui sont dans le cadre d'une formation dont je vais vous reparler et d'autres qui suivent ce webinaire en tant que tel. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vais vous présenter Youno. Youno, on est un organisme de formation digitale spécialiste du SPOC. Le SPOC, qui signifie Small Private Online Course, c'est une formation en ligne qui est tutorée par un expert. Donc, les apprenants sont accompagnés tout au long de leur parcours de formation par un expert qui répond à leurs questions, qui corrige les travaux, qui anime le groupe et qui se fait au sein d'un petit groupe d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de personnes. On a un catalogue sur les compétences qu'on appelle les compétences essentielles du XXIe siècle. Donc, ce sont toutes les compétences transversales. Je vous ai mis quelques exemples à l'écran qui ne dépendent pas forcément du métier qu'on exerce. Ce sont la gestion du temps, la confiance en soi, le design thinking, le feedback ou encore la gestion du stress. On a aussi des formations en management. Nos formations, là je vous ai mis une capture d'écran de la plateforme, elles partent de deux partis pris très importants pour nous dans les formations en ligne, qui sont l'importance de remettre l'humain sur le devant de la scène, et le deuxième parti pris, c'est la simplicité pour que l'ergonomie soit un facilitateur de la formation. Le e-learning a souvent découragé beaucoup d'apprenants d'aller au bout des formations en ligne. Et puis, parmi nos formations, on vous a mis une capture d'une formation qu'on a sortie justement il y a 2 semaines sur le management à distance, donc sur le même thème que ce webinaire, et qui est animé par notre expert Jérôme Boquet. Jérôme, je te laisse te présenter. Oui, merci Pierre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Jérôme Boquet. J'accompagne depuis fort longtemps les managers et les organisations. J'anime beaucoup de formations et pour Youno, j'anime aussi les formations manager le changement, gérer les tensions et les conflits et formation de formateurs. Et il y a quelques temps, Youno m'a contacté. Donc, j'ai créé en mode commando avec l'équipe une formation pour accompagner les managers dans cette situation. Merci Jérôme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, donnez-moi juste une seconde. Petit problème d'affichage. Voilà. Bienvenue sur Management à distance. Alors, juste avant qu'on fasse l'introduction, je vais me présenter rapidement. Je suis DRH et expert en digital learning chez Youno. Et aujourd'hui, j'interviendrai pour vous exposer ma vision RH, mais ma vision RH aussi pour les managers. D'ailleurs, je suis manager aussi chez Youno, donc pour vous faire part de quelques retours pratiques sur comment on s'empare de ce sujet chez Youno et de vous faire part des retours d'expérience des managers avec qui on a échangé, qui sont dans la même situation que vous depuis maintenant 2 semaines. Alors, commençons le webinaire. Donc, alors ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est qu'on a plein de sujets en même temps. C'est bien manager à distance, en contexte de crise. Il existe plein de choses sur management à distance, c'est-à-dire à partir de maintenant ou dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va s'organiser pour réussir à travailler à distance. Sauf que là, le management à distance est imposé, est amené par une crise ou par plusieurs crises. Et ce qui est important, c'est que quand il y a une crise, il y a des impacts sur les personnes et sur l'activité et qu'on perd les repères qu'on avait habituellement quand on était en présence, voire même quand on était à distance. On va dire que les grèves qu'il y a eu ces derniers temps ont amené beaucoup d'organisations à avoir des journées en télétravail, mais là, on n'est pas sur des journées en télétravail, on est bien sur, on se retrouve chez soi ou on se retrouve à distance de personnes qu'on a l'habitude de voir. Et à ce moment-là, il y a des menaces, il y a des risques, il y a un certain nombre d'éléments, et surtout, ça change les pratiques et les habitudes. Et là, il y a 2 priorités pour le manager, c'est préserver la santé des personnes, parce qu'on est dans une crise sanitaire, mais cette crise sanitaire amène aussi tout un tas d'autres crises, et ça va être comment j'assure l'activité possible et aussi la survie de l'organisation, parce que, espérons-le, enfin, il y aura un après, mais ce n'est pas parce que la crise sanitaire va s'arrêter ou va se réduire qu'il n'y aura pas d'autres crises après. Donc, par rapport à ça, si vous regardez actuellement sur les réseaux sociaux et sur Internet, et c'est très bien, il y a une pléthore d'informations. Alors, moi, c'est mon boulot, c'est mon expertise, mais je ne peux pas tout lire, je ne peux pas tout regarder, je ne peux pas assister à tous les éléments. En même temps, on est informé, mais en même temps, l'important, ce n'est pas l'information, c'est l'action. Et donc, ce qui va être important, ce que recherchent les managers, alors quand je dis manager, c'est à tout niveau hiérarchique,
c'est qu'on va être amené à manager temporairement à distance. Il y aura normalement un après où on va se retrouver en présence. Et donc la question, c'est quoi faire tout de suite et quoi faire dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois. Le deuxième point, c'est de ne pas tout changer. Et ça, c'est un point important dans le changement. Si on essaie de tout changer au moment où c'est la crise, c'est infernal. Et puis, le dernier point qu'on travaille beaucoup durant la formation, c'est comment adapter ce qu'on a vu et comment faire le lien avec ma situation qui, à chaque fois, est différente. Alors, le webinaire, on l'a découpé en 3 parties. Première partie qui va être focalisée sur qu'est-ce que le manager doit faire, même quand il a un service RH dans son entreprise. Il a quelques petites responsabilités RH qui sont bousculées. Donc, on prendra quelques minutes pour voir les principaux sujets qui vous concernent sur les congés, sur la durée du travail, sur les risques légaux en télétravail. Ensuite, une deuxième partie pour voir comment on s'adapte quand on est un manager parce qu'on se retrouve 100% à distance. Et puis enfin, la troisième partie, et là on parlera pas mal de retours d'expérience et de pratique pour vous donner les clés pour réussir votre management à distance. Alors commençons avec la première partie qu'on a appelée la casquette RH du manager. Là, le but, c'est pas de faire une longue partie sur les process RH et le droit du travail, mais de voir les principaux points qui vous concernent aussi directement en tant que manager. Le grand changement, la grande crise, c'est que tout à coup, on se retrouve 100% à distance. Alors, quand on dit 100% à distance, ça peut être 100% pour le manager et toute l'équipe, où une partie de l'équipe reste en présence, une partie est à distance, ou le manager est à distance, ou alors le manager et l'équipe, ça ne change rien, mais on a des interlocuteurs pour qui ça change. Et donc, ce qui va être important quand on est face à une situation de crise, et qui amène au management à distance, c'est de prendre du recul sur, on avait une situation A qui est la situation habituelle, et là on se retrouve en situation B qui est une situation dans laquelle il y a des changements. Et par rapport à ça, je vous propose de balayer avec vous quelques éléments, et surtout qu'on échange ou qu'on partage, sachant que la situation actuelle amène à travailler aussi bien sur du management, sur de la distance, sur du télétravail, sur du collaboratif, etc. Donc, si on regarde ce qui est attendu du manager, et on va retrouver beaucoup d'éléments qui sont des classiques du management au quotidien, mais qu'on doit renforcer dans cette période de crise. On va avoir des personnes, c'est important de rappeler les valeurs, la mission, le sens et surtout le cap. Et dans une crise, ce qui se passe, c'est que le cap habituel, il est un peu changé. On va aussi devoir communiquer. Et quand on dit communiquer, ce n'est pas simplement informer. C'est informer, mais aussi faire remonter de l'information, écouter, se taire, alors qu'on a plein de choses à dire. On s'attend, le manager doit avoir une attitude positive. Alors, il ne doit pas être niais, il ne doit pas dire c'est génial, tout se passe bien. Mais on va y arriver, c'est possible, on l'a déjà fait. Ensemble, on va dépasser cette crise. Donc, il doit être optimiste sur la fin de l'histoire, mais être réaliste sur la situation actuelle. Être présent alors qu'on est à distance et être présent pour sortir. Bien évidemment, et c'est encore plus difficile quand on est à distance, être à l'écoute des émotions, du point de vue, de comment chacun se sent. Et par rapport à tous ces éléments, être capable d'accompagner son équipe dans ce qu'il est en train de se passer. Alors, si on regarde un autre point, le dernier point, concilier exigence et bienveillance. Parce que dans la période de crise, il y a des choses qui restent possibles et des choses qui ne le sont pas. Et on va travailler sur clarifier les rôles et les tâches. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un élément qui est très important. Et je fais référence aux travaux de Daniel Kahneman sur les 2 vitesses de la pensée. On a un système 1, qui est un système automatique, qui nous sert au quotidien, qui est intuitif. Et dans la crise, ce qui va être important, c'est comme un capitaine de bateau, comme un capitaine d'équipe sportive, être capable, en situation de difficulté, de prendre du recul et de la hauteur et d'adapter ses actions. Et donc, ce que je vous propose là, c'est de regarder, alors j'ai formalisé les grandes étapes d'une crise. Alors bien évidemment, c'est absolument pas réaliste, mais on va avoir quoi? Avant,
la situation était normale. Alors avant, on a eu par exemple les grèves qui ont amené certaines organisations à s'adapter et à mettre en place du télétravail. Vous avez avant aussi ce qu'on appelle la séquence d'incubation. Il y a des signaux faibles, il y a des éléments qui arrivent qui nous font dire qu'il se pourrait qu'il y ait une crise. Alors, en dehors de la crise qu'on vit actuellement, quelquefois, la crise qui devait arriver disparaît ou se reporte. Mais par exemple, pour des entreprises qui travaillaient avec des Italiens, la crise est pour eux présente, alors que des boîtes franco-françaises ont eu la crise avec un effet retard. Et puis à un moment donné, la crise arrive. Elle nous impacte. Et là, on va rentrer dans la situation nouvelle. Alors, il y a une première étape qui peut être plus ou moins longue, qui est la phase de secours et d'urgence. C'est le moment où on a perdu tous ses repères et on va devoir parer au plus pressé. Et là, c'est important d'effectivement travailler sur la sécurité des personnes, sur la santé et surtout de mettre en place des actions rapides pour arriver à la deuxième étape, qui va être l'étape de pilotage. Le principe du pilotage, ce qui est le plus long, c'est de sortir de cette phase aiguë de la crise et de progressivement, par un pilotage comme un navigateur, de maintenir un espèce de cap en tenant compte de la réalité. Et cette phase de pilotage peut être plus ou moins longue. Et attention, la phase de pilotage ne s'arrêtera pas à la fin du confinement. La crise qu'on a actuellement est une crise sanitaire, mais qui va amener d'autres crises. Pour l'instant, ça va à peu près, et dans 15 jours, peut-être qu'un fournisseur clé, qu'un client clé, qu'un élément clé, que quelqu'un dans mon équipe va être malade. Et là, à ce moment-là, je vais avoir une deuxième crise. Donc, c'est pour ça que vous avez ces petits symboles orange qui sont des espèces d'explosions. Mais on peut avoir, on a passé la crise, il y a eu peu d'effets, comme on a passé la crise la première, mais il y en a une deuxième, une troisième, une quatrième. Et c'est là où, effectivement, c'est le rôle du manager et de l'organisation d'adapter ce qui était prévu de façon à passer ce cap-là. Et quand on commence à arriver à la fin de la crise, alors à la fin de la crise en attendant la prochaine, ça va être important, quand ça commence à se stabiliser, de se remettre en mode comment préparer l'après. Car on a tous tendance, quand on est en phase aiguë de crise, à se focaliser sur la survie, ce qui est tout à fait légitime, mais ça va être important aussi de se dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire. Et puis, après la crise, on va arriver à une phase qui sera soit on revient à l'état normal, on fait comme avant, soit alors, et ça va être le cas dans la majorité des cas, on revient à ce qui était avant, on se retrouve ensemble, sauf qu'on va garder des habitudes. C'est-à-dire effectivement, finalement, on se rend compte qu'on communiquait pas tant que ça avant quand on était en présence. Donc, on va garder peut-être des réunions à distance. Et puis, pour certaines organisations ou certaines équipes, il n'y aura pas un retour à la situation d'avant, il y aura une évolution qui fera qu'on ne retrouvera pas les mêmes situations et ça devra être accompagné. Alors, ce que je vous propose, c'est de nous dire par rapport dans le chat, actuellement, si on regarde, alors je vous propose de remettre, est-ce que vous êtes plutôt, vous, dans la phase de secours, plutôt en début de pilotage, en milieu de pilotage ou en fin de pilotage? Et je vous propose donc de noter, sachant qu'on a bien plusieurs crises en même temps, et on le voit bien dans la diffusion en France, que dans l'est de la France, la crise sanitaire est beaucoup plus aiguë que dans le sud de la France, ou dans certains endroits, où elle arrive avec des effets retard. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de nous dire actuellement, vous, où en êtes-vous plutôt? Voilà. Jérôme dit gilet jaune, grève, Covid, on va devenir expert. Donc début de pilotage, milieu, début. Hein, vous voyez, mais attention, ce modèle-là, voilà, plutôt, Florie dit plutôt en secours et urgence, hein, mais il n'y a pas une seule et même crise. Je peux être en phase pilotage de la crise sanitaire et tout à coup, je me retrouve en phase de secours et urgence par rapport à des personnes dans l'équipe qui ont une nouvelle crise. D'accord? Secours. Voilà, fin de pilotage, milieu, reprise. Alors, point important, votre perception peut être très différente de la perception des membres de l'équipe.
Vous pouvez penser que vous êtes en phase fin de pilotage pour votre équipe ou des personnes de l'équipe, on est en phase secours et urgence. Donc, c'est aussi une analyse à faire avec les personnes qui vous entourent. Début. Alors, point important, et là, on retrouve le système 2. Donc, c'est de prendre du recul et de se dire quels sont les impacts pour moi et mon équipe de la crise et des crises. Premier point, ce qui ne change pas, et c'est fondamental. Ça, c'est en conduite du changement. Dans toutes les transformations, on a tendance à ne parler que de ce qui change. C'est important de rappeler aux équipes, de rappeler ce qui ne change pas, qui est un facteur de stabilité. Or, dans la communication, on a tendance à plutôt aller sur ce qui change. Donc, ce qui ne change pas. Et puis, ce qui change et quels sont les risques. Et par rapport à ces risques, quelles sont les actions prioritaires. Et on va avoir 3 niveaux. Alors, il n'y a pas du tout de priorité. Il y a un premier niveau qui est qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'on doit changer sur nos enjeux, nos objectifs, notre activité. On est en phase aiguë, qu'est-ce que l'on doit garder absolument et qu'est-ce qu'on peut reporter. Quelles sont les priorités qui changent. Et puis, voilà, j'ai des personnes actuellement qui n'ont plus d'activité habituelle. Comment, une fois qu'on aura quitté la phase aiguë, les mettre en mode projet? Comment améliorer l'existant? Comment préparer la reprise? L'autre niveau d'analyse, c'est de regarder, habituellement, j'avais des personnes autour de moi, dans ma hiérarchie, dans mes équipes, dans mes clients internes et externes, ceux qui sont effectivement impactés ou pas. Parce que peut-être que pour moi, ça ne change rien, mais mes interlocuteurs, mon fournisseur clé, pour lui, il est en phase aiguë, donc il ne peut plus forcément me livrer comme avant. Et le troisième niveau d'analyse, c'est de regarder ce qu'on faisait déjà. Oui, on était en proximité, mais j'avais déjà des membres de l'équipe qui étaient en télétravail. Mais attention, entre travailler une journée par semaine en télétravail et passer un temps complet en télétravail, ce n'est pas du tout la même situation. La majorité des collaborateurs en télétravail une journée profitent de cette journée pour travailler sur leur dossier de fond. Sauf que là, ils se retrouvent à temps complet en télétravail. Donc, ça implique de modifier certains éléments. Et c'est important de faire ce travail soi-même, mais de le faire aussi avec les membres de l'équipe. Ce qui permet effectivement d'analyser, de prendre du recul et d'identifier ce qu'on va faire ou pas. Alors, par rapport à ce que je vous ai présenté de façon très simplifiée, est-ce que vous avez des questions? Alors, dans les questions, il y en a quelques-unes. Si tu veux, je peux les lire à voix haute. Vas-y. Il y en a une de Corentin, et du coup, quand je la lis, je me pose exactement la même question en tant que manager. C'est, tu parles de penser à l'après, et oui. Corentin demande quand est-ce qu'il faut commencer à penser à l'après dans le management à distance. Dans une organisation, ça va être important très rapidement de définir ce qu'on appelle une cellule de crise. Alors, ça peut être 1, 2 ou 3 personnes qui vont être chargées temporairement au sein de l'organisation de réfléchir, d'échanger, de partager sur comment on gère la crise, comment on sécurise notre approvisionnement, comment on mobilise. Dans mon équipe, si on est une équipe de 2 ou une équipe de 20, dans une équipe de 20, je vais peut-être à un moment donné, quand on commence à sortir de la phase aiguë, parce que ce n'est pas dans la phase aiguë qu'on peut se projeter sur le futur, mais quand on commence à sortir de cette phase aiguë, peut-être de mobiliser 1 ou 2 personnes qui ont un peu d'autonomie et d'expérience et qui ont de la facilité dans cette situation, à justement commencer à penser à l'après. Et soi-même, en tant que manager, alors, quand on est dans la phase de descente rapide, ce n'est pas le moment de passer à après. Mais quand on commence à ralentir sa descente, de commencer à se dire, très bien, dans 1 mois, dans 2 mois, et puis plus on va aller vers la phase de reprise, plus on pourra commencer à penser à après. Et après, c'est après au mois de mai, après au mois de juin, mais après aussi au mois de septembre, etc. Alors, il y a Alexandre qui a une question sur les outils, que dans leur entreprise, le télétravail a permis à leur service de découvrir l'outil Teams. Serait-il favorable de garder cet outil de communication après la crise? Alors, je vais revenir dans la 3e partie, ne pas confondre l'outil et l'usage. L'outil est un moyen. Si Teams vous a permis d'être plus collaboratif et de mieux travailler ensemble, une fois vous serez revenu en présence, voyez ce que vous allez garder comme pratique que vous aviez dans Teams et celle que vous allez remettre en présence, parce que quelquefois, se rencontrer en réel aide considérablement. Mais effectivement, on est bien situation AB, c'est-à-dire qu'on va revenir à ce qu'on avait avant, mais on va garder des choses qui fonctionnent.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, on a Christine là qui qui voudrait des précisions sur ce qu'on entend par reprise. Parce qu'elle dit que c'est variable selon les perceptions individuelles. C'est clair. Euh, C'est-à-dire que c'est le moment où il pleut encore, mais on commence à voir que derrière le ciel nuageux, l'éclaircie va arriver. Alors c'est très personnel, ça dépend des activités, mais dire quand il y a le feu qui se déclenche à un endroit, l'équipe des pompiers, elle est là pour éteindre le feu. Et c'est là où le capitaine doit être dans l'équipe et en même temps doit être en recul de l'équipe de façon à coordonner. Et une fois que le feu a été géré, ça va être ce que l'on fait. Mais s'il y a un feu juste après, c'est très différent de on retourne à la caserne et on peut débriefer. Donc c'est en fonction du contexte, mais l'équipe attend de son manager à un moment donné d'être la personne qui à un moment qui va aller un peu plus loin que la situation actuelle. Mais effectivement, c'est très ça dépend énormément de ce qui a changé entre A et B. Ouais, alors c'est intéressant parce que la manière dont tu le décris, typiquement, moi je m'étais pas encore posé cette question de manière aussi poussée, et pour moi ça allait être la fin du confinement quand on revient dans les bureaux. Pour moi c'était la première grosse étape de fin de crise, mais en fait bah, déjà chez Youno pas forcément, et selon les entreprises ça peut être totalement décorrélé de la fin du confinement. Ça peut tout à fait. Et ça, voilà, c'est le confinement, c'est un jalon, c'est un moment, mais la fin du confinement, c'est pas la fin du virus, et c'est pas la fin de l'impact du virus. Hein, c'est voilà. Donc, on doit penser par étapes, sachant que comme tous les plans qu'on va prévoir, comme on est en situation d'incertitude, on fait un plan pour savoir à peu près où on va et pour s'ajuster. Hein, c'est comme dans les projets. On prévoit pour après s'ajuster, mais si on n'a pas de plan, c'est sûr qu'on risque de passer à côté des points importants. En plus, pour les équipes, ça donne un cap. Hein, c'est voilà, l'ambition, c'est à telle échéance ça. Pour la fin de la semaine, c'est ça, et pour demain, c'est ça. En phase d'incertitude, c'est énorme. Et puis on va prendre une dernière question avant de faire la troisième partie. Vanessa demande, elle, sur un plan plus pratique, comment penser à l'après et faire un bilan avec l'équipe. Elle demande si c'est par des réunions collectives en audioconférence, via un sondage en ligne avec des questions précises. Alors, dans la conduite du changement, je prends l'exemple du changement parce que passer à distance est un changement classique pour beaucoup d'organisations. Sauf que là, on est sur un confinement forcé. C'est-à-dire, c'est pas à un moment donné l'organisation qui a décidé que pour telle équipe, on allait être à distance. Et le fait que pour un manager, une partie de son équipe passe à distance, c'est vieux comme le management. Pour les managers qui ont des commerciaux qui sont répartis dans toutes les régions, le management à distance, c'est une pratique ancestrale. Par contre, ce qui change, c'est que les commerciaux qui avaient l'habitude d'aller voir leurs clients, eh ben pour eux, ils ne peuvent plus y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend qu'on puisse aller les voir? Est-ce qu'à l'inverse, on les bombarde de propositions commerciales, ce qui serait malvenu? Voilà, c'est ça qui va changer. Donc, ce qui est important, c'est dans chaque contexte et chaque situation de se dire ce que l'on peut faire tenant compte de la réalité. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on passe au sujet 3, parce que le sujet 3 va vous donner quelques repères, et effectivement, je vais parler du retour d'expérience. Donc, le sujet 3, alors, voilà. Ce qui change fondamentalement, attention, parce que vous avez d'un côté la présence. Et quand on est en présence, en tant que manager, alors, manager de proximité qui se déplace, parce qu'on peut être en présence et avoir des managers qui sont dans leur bureau, qui sont en réunion, et ce n'est pas de leur responsabilité. On a des managers dont l'activité principale, c'est d'aller dans des réunions et qui manquent de temps pour manager leurs équipes. Mais un manager de proximité, au quotidien, il s'ajuste, il parle, il échange, la machine à café, échange informel, et je peux observer ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien, ceux qui prennent du retard. Et puis, on se retrouve à distance et on a soit d'un côté, je laisse les gens en toute autonomie, alors qu'on retrouve aussi en présence. Hein. Quand on voit sur manager que quand ça ne va pas, ou à l'entretien annuel, c'est qu'on a un manager de proximité qui pratique un management à distance mal fait. Ni à l'inverse, toutes les 5 minutes, t'en es où, t'as fait quoi, etc. Donc, on va passer d'un modèle micro-ajustement au quotidien à un modèle, je dois donner les moyens aux collaborateurs de réussir à distance.
ce qui implique de changer un certain nombre d'habitudes. Et par rapport à ça, on va retrouver quoi? Dans la crise, ça va être important effectivement de communiquer plus et mieux. De communiquer plus parce qu'on n'a plus ces micro-ajustements et qu'on a des personnes qui manquent d'informations ou qui, à l'inverse, sont submergées d'informations. Et je précise bien, hein, communiquer, hein, le sens réel, c'est quand je suis avec quelqu'un, c'est me taire. C'est je parle, mais en même temps, j'écoute. On a plein de choses à dire, mais on va avoir des moments où je vais faire remonter ce qui vient du terrain. J'ai 3 choses à dire à mon collaborateur quand je l'appelle, c'est bonjour, comment ça va, comment ça se passe, et je prends le temps de l'écouter réellement. Et puis on va aussi s'adapter par rapport à la réalité. Ça serait bien qu'on ait plein de choses, mais ce que l'équipe attend de nous, c'est qu'on fasse avec. Et un point très important dans le management à distance, ça va être de formaliser des règles du jeu simples. Parce que quand on est en présence, qui reporte, qui informe, c'est assez clair. Et là, c'est l'occasion, et je vous conseille que les règles du jeu, elles viennent de l'équipe. Il vaut mieux une règle du jeu simple qui est appliquée qu'un truc qui prévoit tout, qu'on ne fait jamais. Deuxième point très important, le bon usage des outils. Soit vous aviez un outil avant qui fonctionnait bien et vous allez continuer à l'utiliser, soit vous n'aviez pas d'outil et ce n'est pas durant la crise aiguë qu'on va rajouter Teams. La marche est trop grande. Il vaut mieux démarrer par un appel téléphonique régulier et on s'envoie des mails. Et puis ensuite, progressivement, on va rajouter des éléments qui nous aident. Un outil collaboratif ne rend pas collaboratif. C'est parce que les gens collaborent qu'on va se servir d'un outil. Et puis, dernier point pour répondre à la question, quand on est en présence, on va dire que le temps est rythmé par les autres. C'est l'heure de la pause, c'est l'heure de ceci, c'est l'heure de cela. Quand on se retrouve chez soi, alors chez soi ou dans un bureau à distance, le temps disponible, il explose. Alors, vous laissez 2 personnes à distance, vous revenez 15 jours plus tard, il y en a, ils ont bossé énormément, ils sont cramés. Et à l'inverse, il y en a d'autres, ils ont surfé sur Internet, ils ont fait plein de trucs et ils ont attendu. Et donc, ce qui va être important quand on est à distance, c'est de se donner des rituels d'efficacité. Je fais ça de telle heure à telle heure. Le matin, je fais ma liste des choses avec les 3 choses à faire. La méthode Pomodoro. Alors, si vous connaissez la méthode Pomodoro, c'est je me donne un temps limité de 25 minutes pour avancer sur un sujet. Et au bout de 25 minutes, j'arrête, ce qui m'oblige à aller à l'essentiel. Deuxième point, la relation de confiance. Le risque à distance, c'est de perdre les échanges. Alors, la relation de confiance, c'est j'appelle régulièrement mes collaborateurs et ils m'appellent aussi. Mais aussi, par moment, et ça c'est un point majeur en management à distance, je prévois des moments réels d'échange. On se donne une demi-heure, une fois par semaine, pour échanger réellement, et pas sur des sujets ponctuels. 10 minutes, mon collaborateur me parle, me dit ce qu'il fait, me pose des questions, etc. 10 minutes, je l'informe de sujets que je n'ai pas pu traiter au quotidien. Et puis à la fin, les 10 dernières minutes, qu'est-ce qu'on fait d'ici au prochain entretien, comment on se coordonne, etc. Et c'est un temps majeur. Et c'est souvent le retour d'expérience des managers à distance qui ont mis ça en place à distance. Et on a des collaborateurs qui disent, depuis que je suis à distance, j'échange plus souvent avec mon manager réellement que quand j'étais en proximité. Troisième point, le temps collectif. La machine à café virtuelle. Retrouver des moments d'échange de machines à café. Des réunions, mais des réunions variées. Des réunions variées, pas que des réunions d'information. Et ça peut être des réunions à 2, à 3, ça peut être des réunions d'amélioration continue. Voilà, ça fait maintenant une semaine qu'on est à distance. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelles sont les règles du jeu qu'on pourrait améliorer? Quelles sont les choses qu'on pourrait faire ensemble? Qui a un outil à proposer? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Et puis aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du temps pour l'amélioration continue et le futur, que ce soit moi ou que ce soit des membres de l'équipe. Et bien sûr, prévoir des temps de récupération, des temps où je vais aussi m'occuper de mes enfants. Il vaut mieux bien s'occuper de ses enfants et puis à d'autres moments travailler que d'avoir perpétuellement son attention séparée entre j'ai mes enfants qui sont là et qui me sollicitent et en même temps, je dois avancer. Et donc, pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure, Pierre, c'est effectivement prévoir des moments. Alors, dans l'agilité, on appelle ça la rétrospective.
C'est reprenons la période qu'on vient de vivre, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on doit améliorer et comment on doit faire temporairement pour que le jeu soit plus efficace. Et ça, c'est un rôle majeur du manager et ce n'est pas forcément à lui d'apporter toutes les solutions, bien au contraire. Donc, par rapport à cette séquence qui volontairement est simplifiée, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez revenir? Alors, je vois Aurélie qui dit « Avez-vous des idées de rituels d'équipe afin de conserver un lien entre tous les collaborateurs, rester une équipe ?» Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, on va en profiter parce qu'on a des personnes expérimentées dans le chat. Est-ce que vous pourriez répondre à Aurélie et nous dire ce que vous avez mis en place actuellement avec vos équipes de façon à garder ce lien? Sachant que, attention, on peut avoir toute l'équipe est à distance, comme une partie de l'équipe est restée à travailler sur des machines ou autres, et une autre partie de l'équipe est à distance. Alors, nous faisons un point café Skype, tous les 2 jours, 30 minutes. Parfois, on parle boulot, parfois non. Création d'un groupe WhatsApp. Alors, un Slack, un groupe WhatsApp, un élément où on échange. Apéro le vendredi matin. Je fais une visio avec toute l'équipe, 15 minutes tous les jours. Apéro visio, Webex. Daily meeting tous les matins. Tous les matins, le brief de quelques minutes. Call hebdo pour se décharger. Flash meeting. Appel visio avec team. Café virtuel, interdiction de parler boulot. Voilà. Il y a des moments où on parle boulot, il y a des moments où on ne parle pas boulot. Il y en a plusieurs qui distinguent ça, c'est très intéressant. Nous aussi, on l'a fait, on fait des cafés avec croisés au sein des équipes le matin, on se connecte si on veut, pour ne pas parler boulot, parce que c'est comme ça qu'on prend vraiment des nouvelles. Et en fait, depuis qu'on a fait ça, j'en ai plusieurs qui ont dit, comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure, mais j'ai l'impression que j'échange plus avec les autres équipes que quand on était dans les mêmes locaux, parce qu'en plus, nous, on est dans des open space, donc c'est pas comme si les équipes étaient dispersées. Donc ça crée plus de liens qu'on était capable de le faire quand on était dans les bureaux. Tu as un problème majeur en management, ça s'appelle l'illusion de proximité. On est toujours ensemble, donc je suis toujours disponible en tant que manager, et c'est vrai. Mais la plupart de ces échanges sont des échanges ponctuels. On n'a pas le temps de rentrer dans le sujet. Alors que on va rester, quand on va revenir à une situation normale, classique, on aura toujours cette proximité. Mais prévoir des moments où on fait le tour, où on fait le point, en parlant pas uniquement de sujets ponctuels, c'est majeur. Ouais, mais c'est un bon point. Et c'est là où le management à distance peut amener à se rendre compte que, et quand on a ces moments où on échange vraiment, eh ben, le reste du temps, on bosse beaucoup mieux. Alors, j'ai une question. Pouvez-vous revenir sur la rétrospective? Voilà. Dans les équipes agiles, le constat a été fait que quand on se voit en réunion, c'est souvent pour travailler sur des sujets d'actualité ou sur des projets. Mais ce qui est important, un peu comme une équipe sportive, après la 3e mi-temps, c'est refaire une rétrospective du temps qui vient de se passer et d'améliorer le jeu. Premier point, on va travailler sur qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'on peut capitaliser. Et vous remarquerez qu'il y a souvent des personnes dans l'équipe qui ont des bonnes astuces ou des bons trucs, mais qui n'ont pas forcément pensé à le partager. Quand on anime des séminaires d'amélioration d'équipe, on a souvent des gens à la fin qui nous disent, mais finalement, 95% de ce qu'on a identifié, ça vient de nous. C'est juste que les gens ne prennent jamais le temps. Donc, première chose, ce qui va bien, ce qui fonctionne, ce qu'on peut capitaliser, partager. Deuxième point, les difficultés qu'on a rencontrées, en dissociant bien le gain rapide, c'est-à-dire le truc rapide qu'on peut mettre en œuvre, et puis le truc qui va demander un petit peu de temps et qui n'est pas forcément prioritaire. Ce qui permet de reconnaître les réussites. Je reviens à cet exemple de stabilité. Ne pas parler que des choses qui ne vont pas. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte que très vite, alors, pas dans la phase aiguë, mais dès qu'on sort de la phase aiguë, plus vous ferez régulièrement ces retours d'expérience rétrospectives courtes, plus ça permettra de retrouver une stabilité temporaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois qu'on a dépassé le temps. Alors, qu'est-ce que cette crise... Alors, Louis dit, qu'est-ce que cette crise vous a appris? Merci Louis. Alors, Louis est un spécialiste des réunions, c'est un réuniologue, et donc que le télétravail fonctionne pour presque tout le monde. Alors, le télétravail,
c'est important, mais il y a plein de personnes qui, ayant essayé le télétravail, demandent à revenir en présence. Mais télétravail, ça peut être de chez soi, ou ça peut être du télétravail, où à un moment donné, dans mon organisation, je quitte mon poste de travail et je vais à un autre endroit. Alors, je parle bien de après. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres points? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Sachant que là, on est vraiment sur des sujets extrêmement importants. Moi, j'en ai un, si en attendant que les gens posent leurs questions. Nous, on a eu un sujet quand on échangeait entre managers pour se dire, bon, bah, comment est-ce qu'on va faire dans cette situation? On est tous chez soi. Et l'un des principaux points dont on a parlé entre managers, c'était de se dire, il va falloir qu'on développe un contrôle du travail qu'on n'avait pas habituellement. Chez nous, les collaborateurs sont très autonomes, donc il n'y a pas de micromanagement. Mais à distance, ça va pas bien fonctionner parce qu'en tant que manager, pour piloter l'activité, on a besoin de plus d'informations que d'habitude on avait de manière informelle, soit à la machine à café, comme tu disais, soit juste dans les discussions, dans les open space, ou toutes les discussions qui se créent de manière informelle qu'on n'a plus à distance. Oui. Et en fait, on s'est dit qu'on aurait un sujet de communication là-dessus, parce que si on renforce le contrôle dans du management à distance, ça peut être mal perçu, ça peut être pris comme ah ben, c'est du flicage en fait. Maintenant, on va me demander exactement de dire ce que je fais à la demi-journée, alors que l'intention n'était pas du tout ça. Et du coup, le fait de l'avoir intégré en amont dans la communication pour dire, ben, en fait, c'est juste qu'on a besoin de toutes ces informations pour mieux piloter à distance de surcroît dans un contexte de crise, ça a permis de probablement, c'est une supposition de ma part, mais probablement de déminer des perceptions comme quoi ce serait un manque de confiance et ça aurait pu être vécu comme tel. Donc du coup, dans nos préparations de communication, on avait intégré cet élément-là parce que c'était pas dans notre culture avant de demander aux gens ce qu'ils faisaient à la demi-journée. Et quand on a des changements aussi radicaux, on a pris le temps d'expliquer aux gens pour être sûr que ce ne soit pas mal perçu parce qu'en plus, quand on communique à distance, on ne sait pas exactement comment les gens prennent les choses. Même par visioconférence, c'est plus difficile de voir s'il y a des gens qui sont surpris, qui sont rassurés, qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord. Ils l'expriment plus difficilement, même quand ils ont leur webcam. D'accord. Alors, c'est important d'avoir des repères. Il y a un modèle en management qui marche très très bien, qu'on appelle le management situationnel, dans lequel c'est-à-dire qu'on va adapter ses actions en fonction du degré d'autonomie des personnes. L'idée, c'est de les faire progresser. Alors, tu as le directif, je dis ils font, tu as le persuasif, je leur explique les différentes étapes, je leur montre ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, tu as le participatif, je donne les éléments, on échange, on partage et j'ajuste, et tu as le délégatif, c'est-à-dire mon collaborateur est autonome, je le suis, je l'accompagne, et c'est lui qui fait, et on reste en contact. Mais là, dans ce changement, des gens très autonomes en présence, il y a besoin de donner un cadre. Et si on se dit, ils sont très autonomes, donc je les laisse en mode délégatif, c'est qu'on a zappé une partie de son boulot. On va être directif, mais on va être directif sur un cadre. Directif, c'est pas totalitaire. C'est directif, c'est voilà, comme on est tous à distance, on a besoin de se coordonner, donc j'ai besoin qu'on définisse un cadre d'échange. Par contre, c'est vous qui allez faire des propositions. On peut être délégatif, mais j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin qu'on fasse le point, j'ai besoin temporairement de savoir ce que vous faites. Et là, tu peux demander à des gens autonomes de dire, moi j'ai besoin de ça, 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 ça. Maintenant, on se met d'accord, on se coordonne, parce que le reporting sur 50 objets, 50 indicateurs, c'est pas du reporting. Ouais. La règle du jeu, c'est je te fais confiance, je pars du principe que quand il y a une question, c'est toi qui me sollicites, je te réponds dans l'heure qui suit s'il n'y a pas de critères d'urgence. Par contre, on fera le point tous les 2 jours sur ce dossier pour se caler. D'accord ? Donc, et pour des managers qui sont habitués au délégatif, il faut qu'il se passe un peu violence pour devenir un peu plus directif. Et à l'inverse, j'avais toute mon équipe sous les yeux et ça se passait bien. C'est juste que dès qu'il y avait un problème, on venait me voir. Si je continue comme ça à distance, c'est mort. Il va falloir que je développe un peu plus de délégatif, mais quand on sera en phase de pilotage, pas durant la phase aiguë. Voilà, donc, on doit adapter ces pratiques.
Merci de ce commentaire. Du coup, je vais en profiter aussi, moi, chez Youno, pour Avec plaisir. quelques leçons. Il y a Claire qui demande, ça va être la dernière question qu'on va prendre, pour ceux qui sont en arrêt de travail, notamment pour garde d'enfants ou pour d'autres motifs, comment les récupérer à leur retour alors que se développent de nouvelles pratiques en leur absence? Parce que là, on parle de plein de choses qui évoluent. Alors, la temporalité fait que, d'accord, le chômage partiel, la garde d'enfants, etc., c'est temporaire. Enfin, espérons-le, c'est temporaire. C'est un peu comme une reprise d'activité de quelqu'un qui a été en congé maladie, ou quelqu'un qui est parti en vacances, ou qui a pris un temps sabbatique, ou un collaborateur qui a été, parce que le management à distance, on a une équipe, et puis pour un projet, j'ai 3 collaborateurs qui vont être dédiés à ce projet pendant X temps. Et quand ils reviennent, le grand piège, c'est de dire, bon ben voilà, bienvenue à bord, et puis on fait comme si c'était rien passé. Donc, comment j'associe ce collaborateur avant qu'il revienne dans les limites de ce que tu évoquais en termes légaux. Et puis 2, quand il arrive, comment effectivement je le mets au courant, je l'associe dans ce qui a changé et comment je l'accompagne. Donc, on va retrouver des éléments classiques et ce n'est pas parce que la crise est finie qu'on va revenir à un état initial. Il faudra aussi gérer les héros. C'est-à-dire, temporairement, durant la crise, il y a des personnes qui vont être amenées à faire des choses, à prendre des décisions, à prendre des initiatives. Et quand la situation va revenir, peut-être en tirer enseignement et se dire de ce qu'on faisait avant qui nous paraissait normal, est-ce que finalement on a besoin d'avoir des reportings de 350 lignes qui ne sont pas lus? C'est une bonne question à se poser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de reporting, mais peut-être qu'il y a des questions à se poser sur est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on faisait avant que la crise a illustré le fait que finalement, il y avait peut-être besoin de se poser des questions. Donc finalement, une crise, c'est un danger, mais c'est aussi une opportunité à condition de faire l'étape d'après qui va être quels enseignements on en retire, comment améliorer le jeu, parce qu'il y aura d'autres crises. Pas forcément aussi graves que celle-là, mais il y aura d'autres crises. Et se sentir capable, être capable et voir que mon organisation et mon manager sont capables de nous guider durant une crise, c'est un effet majeur. C'est un effet majeur et on est dans un monde qui bouge à mort. Bon, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Jérôme, pour tes réponses très, très concrètes et opérationnelles. Merci à tous pour vos questions, votre participation et puis dans le chat d'avoir partagé aussi vos pratiques, vos rituels. Donc, on va vous partager un lien pour évaluer le webinaire et dire ce que vous en avez pensé. Et puis, d'ici là, bon courage pour traverser cette situation. Prenez bien soin de vous et de vos équipes. Et on vous dit à très bientôt avec Jérôme. Merci Pierre. À bientôt. À bientôt.